à tous, c'est Mélo sans Mélie. On se retrouve pour ce nouveau vlog de mes lectures de 2025, de mes objectifs lecture et autres. Je vous avais laissé mi-février avec tout plein de lectures qui s'étaient enchaînées. J'ai continué à les enchaîner, mais là j'ai commencé à me calmer. Donc du coup, il faut que je vous fasse le point sur mes lectures de mi à fin février et même de début mars, alors qu'on est toujours début mars. On en était resté à L'Or Olympus, le tome 1, qui avait failli être mitigé, mais je me suis laissée conquérir par cette saga, voilà, et donc j'ai enchaîné avec la suite. Mais avant ça, j'avais fait un petit interlude avec 2 romans, donc le dernier tome de La Maison des Jeux de Claire North, publié chez Le Bélial, avec son dernier tome, Le Maître. En effet, je l'ai un tout petit peu moins aimé que le tome 2, enfin non, disons que j'ai préféré le tome 2, mais ce tome 3 était vraiment très bien. J'ai aimé avoir le fin mot de cette histoire, même si j'avoue que la fin, c'est pas forcément mes fins préférées. On sent que l'autrice a voulu torturer ses personnages et ses lectrices, mais j'ai beaucoup aimé suivre le personnage central de ce récit et récupérer des petites miettes de puzzle qui avaient été placées dans les tomes précédents. Voilà, c'est une saga que je vous conseille d'enchaîner éventuellement ou de lire dans un temps rapproché, parce que sinon ça pourrait perdre un petit peu de son intérêt. Rien que moi en lisant le tome 2 et le tome 3 quasiment à la suite, j'avais oublié une des phrases essentielles que j'ai vite retrouvée, mais bon quand même. Et ensuite j'ai terminé Careful et autres histoires de fantômes de Edith Wharton. Alors je suis contente d'avoir découvert cette autrice. Bon déjà c'est vrai que les recueils de nouvelles, je sais que c'est pas trop mon style, que c'est pas trop mon truc. Il faut fournir énormément d'efforts et répéter ces efforts. Donc il faut fournir d'efforts pour rentrer dans le récit et puis bim le récit s'arrête. Alors que les efforts commencent à payer et il faut recommencer en boucle. Donc voilà, pour ça je sais que je devrais peut-être arrêter d'essayer de lire des recueils de nouvelles. Mais voilà, j'aime bien découvrir des autoristes de cette façon et j'aime bien aussi pouvoir avoir une certaine diversité de personnages, d'univers, d'intrigues, bref. J'ai aimé certaines nouvelles, une minorité en tout cas. Elles m'ont pas parlé plus que ça, elles m'ont pas tellement fait frissonner, et les autres m'ont laissé plutôt indifférente. Ça se lit ni trop lentement, ni rapidement. Voilà, voilà. Et donc, pour la suite de L'Or Olympus, bah voilà, c'est une belle continuité. Je ris, je souris pas mal, j'aime bien, voilà. J'ai hâte de lire la suite, même si c'est sûr que le style graphique est pas forcément mon genre, c'est très comics, très sombre. J'aime le concept d'avoir quelque chose de très sombre, très bleu marine, puis des touches de couleurs très vives par endroits qui représentent certains personnages et certaines caractéristiques. Et j'aime bien aussi avoir le fond un peu blur comme ça, où voilà, on a juste ce qui est dessiné, c'est juste de quoi avoir du contexte, mais on sent que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc voilà, c'est un petit peu flou, c'est assez peu détaillé, mais en étant tout à fait voulu. Et j'aime bien le parti pris de cette histoire qui utilise la mythologie, mais voilà, en détournant certaines choses. Bon. Certains personnages sont exécrables, d'autres sont attachants, pas forcément la lecture à faire absolument, mais c'est divertissant. Après, je trouve pas que ce soit suffisamment une belle œuvre pour l'acheter et la mettre dans sa bibliothèque. Ensuite, j'ai terminé une saga avec Le Roi Cerf, puisque j'ai enfin pu me procurer le tome 2 et donc le dernier tome. Malheureusement, je l'ai lu à trop de distance du tome 1, donc j'étais un petit peu détachée. Je pense que ça aurait pu être touchant, mais je ne savais plus qui était qui. Voilà, est-ce que c'est une saga que je vous conseille? Pas forcément. C'est assez classique, néanmoins j'aime bien l'univers, mais voilà. Ensuite nous avons Camouflage, que j'ai lu en VO. Je l'ai lu parce que je pouvais l'emprunter très facilement, que ça avait l'air très court, et pourquoi pas. Mais en soi, je me doutais que j'allais rien apprendre de nouveau sur l'autisme au féminin. C'était intéressant quand même, c'était relativement bien abordé, et ça ne m'a rien apporté de particulier, quoi. Ensuite, une BD de Aude Mermillotte qui m'avait déçue précédemment avec une autre de ses BD, et là pour le coup ça m'a totalement réconciliée. C'est Il fallait que je vous le dise. C'est une BD autobiographique autour de l'IVG, et je trouve que c'est très bien fait. Ça a été coécrit, une partie en tout cas, avec Martin Winkler qui a fait Le cœur des femmes. Je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. C'est un récit très bien, nécessaire. Je ne peux que vous le conseiller, après voilà, à lire en fonction d'un moment où vous êtes prête et disponible. Et quand je dis prête, j'intégrais aussi les hommes dedans. Bref. Et ensuite, une BD pour laquelle j'ai finalement craqué et je l'ai achetée. Il s'agit de Minuit passé de Gaël Guenilleur, je sais pas, moi je disais Guenilleur, mais il n'y a pas de U, donc ça n'a aucun sens. Genilleur, aux éditions Delcourt. Regardez comme elle est belle. J'avais lu Le Jardin de la même autrice que j'avais adoré. Celui-là, je l'aime quasiment tout autant, vraiment. Les dessins sont très chouettes et en plus le travail éditorial est vraiment bien. Pour le prix, franchement, c'est grave abusé le prix des romans, vraiment. C'est des maisons d'édition qui peuvent faire ça, donc c'est-à-dire une BD de 200 pages et quelques, voire plus, avec, là,
ici les pages, vous voyez. J'ai du mal à tenir la caméra et la BD pour 25 €. Je trouve pas ça justifié que des romans soient vendus au prix où ils sont vendus parfois. Bref, ça m'aide à me concentrer sur les maisons d'édition qui en valent vraiment la peine. Ça m'aide à faire du tri, à collectionner des œuvres de maisons d'édition que j'ai réellement envie de soutenir et qui ne se moquent pas de leur public cible. Revenons-en à notre récit. Voilà, je vous conseille également cette BD, même si je vous conseille d'autant plus Le Jardin pour l'inclusivité de ces personnages qui se retrouvent un petit peu moins ici. Ici, on est plus sur un récit un peu plus touchant, un peu plus autour d'architecture et de mode, je dirais, et de nature, de fleurs. Donc ça, c'était pour mes lectures de février. Maintenant, en mars, alors en mars. Allez, quand j'ai fini le livre, j'ai passé quoi? Une demi-heure, une heure du 1er mars pour finir ce livre et tout le reste c'est fait en février. Il s'agit de Les Chants de la Lune de Catherine Dufour. Alors je suis ravie d'avoir fait cette lecture, mais jusqu'aux 3/4, ouais, je me disais bon, c'est un peu lent, je m'ennuie un peu, je comprenais pas trop le rythme. Mais au bout d'un moment, je me dis waouh, en fait, c'est super bien fait, c'est super, ça aborde plein de thèmes. En fait, tout le reste, c'était la mise en place pour les aborder correctement et c'est très bien fait. Et en fait, on va suivre... Alors, c'est pas vraiment un robot, c'est pas un humain non plus, tout au long du récit et je m'attendais à ce que ça s'enrichisse d'un autre personnage par la suite. Ça s'est enrichi de personnages, mais on les a pas vraiment suivis ou à ce que le ton change un petit peu parce que, bah voilà, en fait, c'est des journaux de bord, de compte rendu de cet être. Et ça commence d'une manière, bah voilà, très robotique, très académique. Et petit à petit, ça évolue vraiment et ça prend son temps pour évoluer, mais en même temps, c'est normal, ce serait pas cohérent sinon. Et c'est extrêmement bien fait. Les thèmes abordés, c'est un beau tour de force, vraiment très réussi. L'autrice très intelligente, je pense. Mais c'est sûr que c'est un récit... il est pas dépourvu d'émotion pourtant. Ça peut peut-être paraître un peu aride, un peu sec, mais ça s'enrichit. Et à la fin, on est en mode... En tout cas, j'ai aimé parcourir du coup la Lune de cette façon-là. Mais voilà, je ne sais pas si je peux le recommander parce que je me dis que peut-être certains risqueraient de l'abandonner. En tout cas, sachez que arrivé au dernier quart, ça vaut le coup. Vous serez content, normalement. Et ensuite, la lecture que je viens de terminer maintenant et qui m'a motivée à prendre la caméra tout de suite. Et il s'agit de Elle et le feu, le tome 1 de Alice Doublié. Alors ça, c'est un livre qui m'avait tenté assez tôt par rapport à sa sortie. Déjà, la couverture. La couverture m'appelle. Et j'avais vu l'autrice en parler sur ses réseaux sociaux. Mais je m'étais méfiée parce que c'est plutôt young adulte adolescent. Et je me suis dit, bah si c'est pour une énième saga de fantasy qui suit les mêmes codes, avec les mêmes problèmes... Flemme. Mais en même temps, la façon dont elle en parlait, ça avait l'air différent. Quand je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux à d'autres moments, je m'étais dit, allez, peut-être. Mais j'hésitais encore, surtout que c'est le premier livre publié de l'autrice. Il n'était pas disponible en médiathèque. J'avais pas envie de me jeter à l'eau et de l'acheter. Mais ensuite, il y a des personnes un peu plus de confiance qui l'ont lu et qui en ont très bien parlé. Donc voilà, là, je me suis lancée. En plus, j'ai bien fait d'attendre parce qu'il était dispo en emprunt. Et je suis ravie de cette lecture. Alors, ce n'est pas la lecture du siècle. Ça reste une saga de fantasy assez classique. Les schémas suivis sont assez classiques, mais j'ai passé vraiment un très bon moment. J'étais très bien dans cette lecture. Pourtant, il se passe pas des choses toutes roses, hein, mais j'ai aimé découvrir tout cet univers qui est très riche. Ce sont des royaumes, mais chaque royaume a ses spécificités et ça nous permet d'observer, de se questionner sur le pouvoir, sur les différentes politiques, sur les différentes façons de gérer du coup un royaume, mais pas que, parce qu'il y a d'autres fonctionnements. Nous avons évidemment le royaume des gros bonhommes bien virils qui laissent aucune place à leurs femmes, qui leur interdisent de s'instruire, et à l'opposé, il y a le royaume, le rénome du coup, de femmes qui laissent moins de place aux hommes, mais sans pour autant les ostraciser complètement et sans pour autant leur interdire l'accès à l'éducation. Nous avons aussi des royaumes un peu plus classiques, des royaumes où c'est le sang et l'héritage familial qui décident de qui aura la couronne, et d'autres où ce n'est pas le cas. Il y a un petit peu de magie, mais pas réellement de la magie. En tout cas, il y a du pouvoir, surtout ce qui change d'habitude, la touche moderne. C'est au niveau des relations amoureuses, de la sexualité, des couples. On est sur des choix très différents, et je suis ravie que des lecteurs adolescents et young adultes puissent avoir ce genre de récit à disposition. Vraiment, c'est ce vers quoi je voudrais que la fantasy se dirige, que le young adulte se dirige. Je suis ravie, même si globalement ça reste un récit très classique. Par contre, à savoir, le récit est peut-être un petit peu lent pour certains lecteuristes. Au tout début, on a une grosse phase où ça se passe à la cour. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé prendre ce temps, évoluer avec le personnage principal. Mais c'est vrai que ça peut peut-être manquer d'action. Surtout qu'après, on enchaîne sur d'autres parties qui sont aussi un peu lentes, où on découvre autre chose de l'univers. Et il y a une de ces parties qui est très très courte par rapport aux autres, et j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus long. Quand je voyais la couverture et les avis des gens, je m'attendais à ce que le récit soit divisé entre 3 personnages à part égale, et en fait pas du tout, on est vraiment
sur un personnage central et 2 autres qui sont importants, mais on les suit pas tellement et on les suit de temps en temps, juste quand c'est nécessaire. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'équilibre, mais c'est vrai que j'aime bien suivre l'héroïne, qui est une héroïne imparfaite. Elle est à la fois forte et faible, elle est égoïste, on lui dit, elle le dit, elle est pas exempte de défauts et ça c'est très bien. C'est rafraîchissant, je ne vais pas tarder à lire la suite, peut-être que ça me fera changer d'avis. J'espère que pour tout ce qui est couple, relations amoureuses, etc., ça ne va pas prendre un tournant beaucoup plus classique. J'espère, je ne pense pas, mais bon, on n'est pas à l'abri, je pense que je serai déçue. Un petit vent de liberté en fantasy. Et pour ce qui est des autres personnages, même si c'est assez classique, il y a quand même des petites choses plus novatrices, plus modernes. Enfin, ça devrait pas être moderne, pour moi c'est juste du bon sens, mais c'est pas grave. Il y a peut-être quand même quelques enfin c'est pas des incohérences, des choses peut-être un peu trop faciles, des petits reproches du genre, voilà, il y a des personnages, pendant une grosse partie du récit, on nous dit à quel point leurs caractéristiques physiques les différencient des autres, et pourtant ils arrivent à être incognito, juste avec des vêtements. Bon, pendant toute la première moitié, on nous parle d'un pouvoir qui est assez handicapant quand même, assez compliqué à maîtriser, puis arrivé à un autre endroit, on n'entend quasiment plus parler, puis ça revient. Un autre petit déséquilibre du coup, et à un moment donné, le personnage principal, vers la fin, aurait quand même dû deviner quelque chose. Mais bon, sans ça, ça aurait été très compliqué pour la suite de l'histoire. Donc je vais l'accepter, surtout qu'on n'est pas sur une fantasy adulte. C'est classé en adolescent sur Livre Addict. J'aurais peut-être plus mis young adulte. En tout cas, j'aime la remise en question des personnages, j'aime leur évolution, j'ai très hâte de lire la suite. Du coup, j'ai l'impression de faire un vlog qui va tourner uniquement autour de celui-ci en termes de rapport au temps que je passe à m'exprimer sur cette lecture. C'est peut-être aussi parce que c'est celle qui est la plus récente. Bref. Au niveau de mes objectifs perso, j'ai fini 2 sagas, La Maison des Jeux et Le Roi Cerf. 2 sagas entamées en 2024, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et les sagas que je suis en train de commencer là, je vais probablement les terminer cette année, si je le peux. Peut-être pour l'Or Olympus, je le pourrais peut-être un petit peu moins, parce que je ne trouverai pas à emprunter tous les tomes. Et au niveau des séries, j'en ai entamé et terminé 2 de plus, avec Cassandra, Passez votre chemin. J'adore la direction artistique, l'ambiance et tout. Ah, par contre, le scénario vraiment nul. Oh, pourtant, ça s'est quand même relativement bien regardé, hein. Mais arrive à la fin, mais je faisais plus que lever les yeux au ciel. Enfin, je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus, ça sert à rien. C'est vraiment un polar mal scénarisé, vraiment. Les personnages, non mais c'est juste pas possible, les relations entre les personnages. On passe un peu de haine des femmes à haine des hommes. C'est peut-être moi qui l'ai mal interprété, moi qui aurais dû prendre ça au 10 millième degré et je l'ai pris un peu trop au premier degré, je sais pas. On n'est pas loin de la catégorie navet. Sinon, un autre polar qui était beaucoup mieux, No Good Deed. Alors je pense qu'on peut lui reprocher des choses aussi, et peut-être un petit peu cliché aussi. Mais voilà, je l'ai trouvé à la fois drôle et à la fois touchant. Pour le coup, il y a des petits twists qui sont un peu mieux faits, plus surprenants. Même s'il y a un truc incohérent que j'ai relevé. Mais bon, j'ai décidé de passer outre. Il y a eu quand même des petits twists dans Cassandra. Mais c'est des twists que j'ai vu venir à des kilomètres. Donc, No Good Deed, voilà. Ça fait passer un bon moment, en plus d'être une enquête, du mystère, tout ça. Au niveau des jeux de société, j'ai rejoué à un de plus avec Azul, les vitraux de Sintra, qui va aller dans une catégorie poubelle, je pense. Je ne vais pas le donner ou le vendre. Je vais quand même le conserver, mais je ne pense pas y rejouer. Les manches était beaucoup trop rapide, ça manquait d'un côté satisfaisant à cause de la rapidité des manches qui empêchait de gagner davantage de points, de mieux préparer son truc. Et encore, on n'y a joué qu'à 2, donc j'imagine même pas quand on est plus nombreux, les manches vont aller encore plus vite et les possibilités seront encore moins grandes. Bref, c'est dommage parce que j'aimais bien le petit côté vitrail et les petits éléments à utiliser. Mais je sais qu'il y a d'autres Azules, peut-être qu'il faudrait que j'en essaye d'autres versions. Et donc avec tout ça, je peux me donner un badge de plus puisque j'ai fini une pioche à lire que je m'étais constituée, donc celle pour début 2025 tout simplement. Et donc du coup là je me suis fait une nouvelle pioche avec Elle et le feu, bon que je viens de terminer, mais donc du coup on peut considérer que je mets le tome 2 dans cette pioche à lire. Je pense vraiment que je vais me l'enchaîner. Surtout qu'en plus il est un petit peu plus court que le tome 1. Donc le tome 1 il s'est lu vite, mais bon comme il faisait presque 500 pages, ça a pris du temps quand même. Bah, le tome 2 il fait 100 pages de moins. Donc c'est vraiment... ça va être très rapide. Je pense qu'il ira même pas jusqu'à la semaine prochaine. Quand je filme là on est mardi. En audio, j'écoute actuellement The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. Je l'écoute en anglais, en VO, et c'est un délice, vraiment un régal, la voix de la narratrice. J'aime beaucoup et ça reste accessible. Il y a quelques très jolis mots, très bien placés. J'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, j'en ai pas lu énormément encore, je vais voir où ça va me mener parce que V.E. Schwab de base c'est pas forcément ma came, sans être des mauvaises lectures, celles que j'ai fait, il me semble que c'était Six of Crows ou quelque chose comme ça. Ensuite j'ai mis Viridienne parce qu'il est temps que je commence cette saga de Chloé Chevalier. À la base je voulais lire le tome 1 après le tome 1 de Elle et le feu, ça attendra quelques jours. Et sinon si je veux sortir de la fantasy, sortir de la SF, un Tiffany McDaniel avec Du côté sauvage qui m'intrigue depuis sa sortie. Et Tiffany McDaniel, je pense qu'elle mérite que je la découvre. J'en ai entendu que du bien. Sinon, je me suis mis un autre recueil de nouvelles, histoire de me faire souffrir un peu. Avec Le Maître des poupées de Joyce Oates Carroll.
Non, Joyce Carol Oates. Et sinon, La fiancée de personne de Ava Weissman, qui est un peu dans la même veine que Dirty Weekend. Voilà, si j'ai envie d'un petit peu de gore. Et du coup, je me rends compte que j'ai pas mis de SF du tout. Peut-être qu'il y a d'autres lectures qui vont se glisser là-dedans. Puis évidemment, il y aura des graphiques, du coup, notamment avec l'Euro Olympus. Sur ce, on se retrouve plus tard dans le mois de mars. Serait-ce mi-mars, fin mars, on verra bien. Est-ce que je vais lire autant qu'en février? Non, je ne pense pas. En tout cas, j'aurai quand même un score plus élevé que janvier, je pense. D'ailleurs, en janvier, dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'avais fait aucune lecture, puis je m'étais corrigée parce que j'en avais fait une, et en fait, j'en avais fait deux. Bref. Donc je corrige maintenant. J'avais aussi lu Outsphere, le dernier tome sorti, et j'avais lu Eurydice. Je ne sais plus c'est lequel que j'avais corrigé. Même pas 2 jours plus tard. Bon bah voilà. J'ai fini le tome 2 de Elle et le feu, donc Elle et la cendre de Alice Doublier. Au risque de me répéter, je suis vraiment très heureuse que les ados et les young adultes puissent avoir ce genre d'œuvre à disposition avec ce genre de relation. La suite à confirmer. Alors, si ça a quand même pris un petit tournant pour lequel j'avais peur, mais c'est pour le mieux et ça donne un panel encore plus large de relations, de ce qui peut aller, de ce qui ne peut ne pas aller. Ça pointe du doigt, ça explique le consentement, ça montre ce qui ne va pas dans certaines relations, même quand la relation est pas malsaine. Ça montre ce qui ne va pas dans des relations très malsaines. Les termes sont dits, c'est expliqué, c'est explicite, c'est clair. Vraiment, c'est très très bien pour le public cible. Et dans ce tome 2, je vais continuer à me sentir extrêmement bien, malgré le fait que c'est un tome qui est entaché par la guerre. Vraiment, c'est une impression globale. Je me suis sentie très bien dans cette saga. Bravo à l'autrice. Après voilà, je ne veux pas vous le survendre parce que malheureusement, ça vous gâcherait l'expérience. Je déplore peut-être que il y ait eu beaucoup d'histoires d'amour quand même dans ce récit. Tout tourne autour de l'amour, ça donne peut-être l'impression que c'est le seul sens qu'il puisse y avoir. Mais voilà, les relations qui se tissent et les personnages qui se remettent en question, hein. Il n'y a pas que l'héroïne qui grandissent, qui évolue pour le mieux. Et ça, c'est très beau, c'est très chouette. C'est ce que je demande. Voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Et puis du coup, je pense que je vais aller tenter Véridienne. Voilà. Hello, je vous retrouve pour faire le point sur mars. Du coup, on est avril déjà assez bien entamé. Et pardon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro. Donc le son va repasser à la qualité d'avant. Je suis désolée. J'ai pas envie de te retourner. Mais en même temps, mon perfectionnisme va souffrir, tant pis. Je sais pas si je vais pouvoir faire le point sur tout mars parce qu'en fait, du coup, je vous ai laissé avec Elle et le feu le tome 2. Donc Elle et la cendre. Et ça me faisait que 3 livres sur mon template qui peut en contenir 9. Et pour le mois de mars, je suis allée jusqu'au 9. Ce qui m'arrange parce que je ne les ai pas dépassés, ça me fait qu'un seul visuel à faire. Et puis ce qui fait très joli et très, très cohérent. Voilà. Bref, on va peut-être commencer par les objectifs qui ne sont pas de lecture, comme ça je finirai par les livres, pour changer. Je n'ai pas fini d'autres séries. En même temps, j'en ai commencé, mais c'est des séries qui sont en cours toujours, donc du coup je suis pas prête de les finir. J'ai pas fini d'autres jeux, par contre j'ai fait d'autres jeux de société. Juste un autre en fait, avec l'extension Agora de Seven Wonders Duel. Voilà, c'était sympathique. Maintenant il va falloir jouer avec toutes les extensions ensemble, histoire de bien complexifier le truc. Et quasiment à la fin du mois, j'ai réussi mon pancake split. Alors, réussi. Il pourrait certainement être encore plus plat, mais j'ai jamais été aussi loin. Voilà, je suis ravie parce que c'est le truc qui me posait le plus de difficultés en souplesse. Du coup, au niveau de mes lectures, je vais vous piocher direct l'état d'avancement de ma pioche à lire du presque printemps, comme c'est que je l'ai appelé. Il m'en reste plus que un à lire dedans. Il y en a un que j'ai entamé que j'ai pas encore fini, La fiancée de personne. Franchement, je pourrais peut-être abandonner, mais ça je vous en parlerai dans le vlog suivant du coup, puisque j'ai commencé en avril. Et du coup, celui qui me reste, c'est Le Maître des poupées, qui est un recueil de nouvelles. Donc voilà, je pense que je le prendrai quand j'aurai besoin d'alterner quelque chose, je ne sais pas. Du coup, pour mars, après Elle et la cendre, je me suis dit, je vais tenter Véridienne, donc Les récits du demi-loup, le tome 1. J'avais un peu peur, je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit lent, long à lire et tout. Et ça a été super. J'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai enchaîné avec la suite. C'est particulier, on vous en fera une comparaison avec Mélie, donc je vais pas trop m'étendre. Moi perso, je m'attache pas trop au personnage, mais j'adore quand même suivre ce qui se passe et ce qui va leur arriver et tout. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Voilà, je pense que c'est une très bonne saga de fantasy en effet. Ensuite, histoire de faire une petite pause quand même avant d'enchaîner le tome 2, j'ai lu un manga, le tome 2 de Le Personnage, qui m'a permis de finir la saga. J'ai un peu relu vite fait le tome 1 en diagonale. J'aimais bien le tome 1, le côté un peu catharsique, vengeance de tout le harcèlement scolaire subi par le personnage, mais en même temps c'est très gore et je sais pas. Je ne peux pas le conseiller. Et en audio, j'écoutais La Vie Invisible de Adi Larue en VO anglaise. La voix est magnifique. Ça pareil, on va vous en faire une comparaison, donc je vais pas m'étaler. La voix est magnifique, par contre le récit, non. Je ne comprends pas qu'il ait fait autant de bruit. C'est extrêmement redondant, répétitif, plein de paraphrases. Heureusement que la narratrice, vraiment, c'était de la musique dans mes oreilles, concrètement. Mais sinon...
Ah, ça a été dur. C'est vraiment dommage, parce qu'il y avait du potentiel en soi. Mais manque d'exploration de plein de trucs, alors que le livre, il était extrêmement long à lire. Donc ensuite, Les Terres de l'Est, le tome 2 de Les Récits du Demi-Loup. Bon, dans la suite du tome 1, sauf que au lieu d'alterner avec 3 personnages féminins, on a aussi un personnage masculin, bon, qui s'était déjà glissé dans le tome 1, mais qui est un petit peu plus présent. On est un peu plus centré sur une certaine période et on alterne moins, on a moins de diversité, je trouve, mais ça devient de plus en plus intéressant sociopolitiquement parlant. Ensuite, j'ai lu La Dérobée de D'ailleurs, j'ai pas du tout dit les auteurs, les autrices. Véridienne, c'est Chloé Chevalier. La vie invisible d'Adi Larue, c'est V.I. Schwab. Le personnage, c'est Lensuke Oshikili. Et donc La Dérobée, Sophie de Bar, je ne sais pas comment ça se prononce. C'était monstrueusement nul. Mais vraiment. Oh, je peux même pas dire que c'était bien écrit. En 4ème de couverture, on me promettait un récit d'un amour fou. Il y a des thématiques importantes qui sont abordées, mais le sujet est vraiment extrêmement maltraité. Le côté amour fou, non. Au début, je me suis dit non, mais j'espère qu'ils ne parlent pas de cette histoire d'amour-là quand ils disent amour fou. Et en fait, si. Donc ça a vraiment été catastrophique. Le personnage principal vit complètement dans le passé. J'ai pas ressenti les émotions qu'elle ressentait. Son amour fou, tout ça, pas du tout. Aussi du fait que je ne pouvais pas supporter le personnage pour lequel elle ressentait un amour fou. Elle était plutôt molle, passive. Et quand elle était pas passive, c'était pour faire des actions vraiment que je ne comprends pas. En gros... elle retourne dans les bras de son bourreau amoureux. En fait, on va suivre rétrospectivement la vie d'une adolescente, sa rencontre avec son premier amour de jeunesse, et puis aussi, bah du coup, ce qu'est sa vie maintenant, à 40, 45 ans, quelque chose comme ça, où elle est mariée avec 2 enfants, et où elle recroise ce premier amour dans le même immeuble qu'elle. Il emménage avec sa femme pour se rapprocher de sa fille qui fait ses études dans le sud. Le monsieur, il est plutôt issu d'une famille très aisée, avec beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et puis elle, bah voilà, elle est de la classe moyenne basique, de la campagne. Et pendant son adolescence, dans sa petite ville, il va se passer des disparitions, des meurtres. Et il va aussi y avoir des viols et de la pédocriminalité. Ces sujets-là ont été très maltraités, je trouve. Pour ce qui est du vocabulaire et du langage, le langage, je l'ai trouvé extrêmement familier dans les dialogues. En même temps, je suppose que c'était normal, mais on n'arrête pas de nous faire la distinction entre les personnes de classe moyenne très basse et les personnes de classe beaucoup plus élevée. En termes de langage, il n'y a aucune différence. Tout reste très familier. Ça manquait un petit peu de cohérence. Du coup, on passe le récit à cracher sur la classe moyenne et ça m'a vraiment gonflé. On la montre comme étant pathétique, on la réduit vraiment. Et le personnage principal le fait lui-même. Et je trouve ça dingue. Enfin, autant qu'elle le fasse quand elle était ado. Mais à 45 ans, elle a peut-être évolué, sa vision a évolué et en fait non. Et vraiment, la façon dont elle le justifie, c'est pas ok. Enfin, je trouve pas ça acceptable du tout. Surtout que c'est la vie de la plupart des Français en fait. Autant que ce soit son ressenti personnel, ok, mais j'ai l'impression que ça a été écrit comme si c'était, bah oui, en effet, sa vie est misérable. Et à la fin, elle s'est vite fait un petit peu élevée et waouh. La vie de riche qui prend 5 vols aller-retour en 3 mois, waouh, c'est ça qui est génial en fait. J'ai trouvé ça très gamin. Et pour ce qui est du vocabulaire, alors il y a quelques grands mots, vraiment très pas vraiment très soutenus, mais très recherchés. Mais ils sont répétés en boucle en fait pour dissimuler le manque global de vocabulaire, je pense. La seule chose bien que j'ai trouvée, c'est que voilà, on vante les bienfaits de la thérapie quand ça ne va vraiment pas. Et donc du coup, pour ce qui est de l'histoire d'amour, bah concrètement, elle retourne dans les bras d'un mec qui ne l'a pas cru pour quelque chose de très important et qui, en plus de ne pas la croire, lui a craché de la haine en pleine figure. Et donc cet amour est idéalisé, enfin même pas tellement idéalisé, mais je ne sais pas pourquoi. Elle le trouve mieux, je sais pas, je ne comprends pas. C'est un récit bourré d'adultère, soit ça pourrait être une chose, ça en devenait vraiment très ridicule. À la fin, j'ai eu de l'espoir parce que le personnage se disait avoir évolué, se sentir beaucoup plus mature, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Elle a une discussion avec l'autre personnage et ils se disent ah bah oui, maintenant qu'il n'y a plus de tension sexuelle entre nous, mais en fait notre relation est bien plus apaisée et bien mieux, c'est mieux comme ça. Tout ça pour qu'au final, elle lui court après 2 pages plus loin. La résolution des disparitions, meurtres, pédocriminalité et compagnie est très mal faite. Je sais que Mélie ne la apprécierait pas du tout, puisque c'est sur fond de justice soi-même complètement banalisé. Bref, je vous ai peut-être dit quelques éléments un peu spoilants. Après, franchement... pourquoi vous iriez lire ça? Ensuite, j'ai pas fait une meilleure lecture, j'ai fait même presque une pire lecture en termes de qualité narrative pour le coup. Limite à côté, celui que je venais de lire, il était bien écrit, voilà.
Il s'agit de Circus Freak de Denis Labbé. Voilà, ça c'était 2 livres que j'avais pris à l'opération de l'été en e-book à 1,99 etc. Bah maintenant je regrette. Vraiment, je pense que je vais arrêter de faire ça. Parce que je prends des livres qui ne sont pas dans ma wishlist de base et ça fait pas forcément des bonnes découvertes. On va quand même retenir que c'est grâce à ça que j'ai pu lire les chroniques du Pays des Mers. Mais pour le reste... Donc objectif cet été, ne rien acheter. Donc Circus Freak, j'aimais bien le côté il va y avoir du cirque avec des personnages extrêmement atypiques et je pense que le public cible est plutôt adolescent et toute l'histoire tourne autour d'une série de meurtres qui a lieu dans la petite ville, un peu en mode Jack l'Éventreur. L'écriture, vraiment très très nulle. Oh mon dieu. Tout était très gamin, que ce soit les réactions des personnages, les dialogues des personnages et même du coup les descriptions. Beaucoup de répétitions d'explications. Donc on prend vraiment le lecteur pour des débiles. Alors même si le public cible est adolescent ou jeunesse, c'est moyen. On a lu précédemment des jeunesses qui prenaient pas les enfants pour des cons. Il y a des évidences qui sont énoncées. C'est chiant. Les thèmes sont extrêmement simplistes, vus et revus, donc il n'y a aucun intérêt de lire ce récit si vous avez déjà lu des livres. Encore une fois, on se retrouve avec un cliché du pauvre vs riche, et ça commence à me gonfler. Bon, en même temps, j'avais déjà été bien usée par le livre précédent. Les réactions des personnages, je les trouve complètement inadéquates. Il y a une histoire d'amour, triangle amoureux, plus ou moins. Pareil, il y a des choses très très inadéquates. C'est des amourettes ridicules, vraiment. À savoir que la fin laisse peut-être la place à un tome 2, donc aïe aïe aïe. Mais au moins ça se lisait très bien en diagonale et c'est ce que j'ai fini par faire pour avoir le fin mot de cette histoire et voir si vraiment il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et en fait non, parce qu'il n'y a aucune revisite de quoi que ce soit. Il y a un petit côté Frankenstein aussi à un moment donné. Et globalement, alors c'est étrange de dire ça pour un livre, mais j'ai trouvé que le jeu d'acteur sonnait faux des personnages. Voilà. Tellement les dialogues, ça matchait pas, ça allait pas, rien n'allait. Et à chaque début de chapitre, ça il faut arrêter de faire ça, hein, franchement. Il y avait une citation d'autres auteurs connus, importants, etc. de la culture littéraire. Des citations qui avaient très peu de lien avec le contenu du chapitre, qui en plus du coup hachent le récit en fait. Ils stoppent dans la lecture quand même, en mettent quelques-unes par-ci par-là, pourquoi pas, mais... Là, j'ai trouvé ça vraiment too much, malhabile. Ça donne un côté très pompeux, alors il aurait mieux valu se concentrer sur la qualité du récit. Il y avait quand même des beaux mots, mais je les ai trouvés relativement mal maîtrisés. Ils n'allaient pas tout à fait avec la description qu'ils étaient censés magnifier. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, au moment du reveal plus ou moins du criminel, on se trouve dans une représentation de cirque, et le personnage principal arrête pas de dire « c'est lui ». Voilà, puis là elle se sent pas bien, elle tombe un peu dans les pommes et tout ça. Le personnage il comprend pas, donc il dit comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et nous on comprend bien hein, le lien qui a été fait, c'est vraiment très évident, mais bref, elle nous hurle, c'est lui, après il se passe des pages et des pages d'autres choses en mode suspense, elle redit c'est lui, suspense, plein de pages, et redit c'est lui, suspense, et enfin on nous révèle le truc qu'on avait deviné qui était évident. Ça c'est pour illustrer un petit peu le ridicule. Sachant qu'on nous avait déjà précédemment fait ça avec des mystères dus à un des personnages du cirque qui passe son temps à dire mais je te dirai tout au personnage principal et qu'au final ne lui dit jamais rien. Je vais passer sur le ridicule des amourettes et de leurs petites scénettes parce qu'il y a quand même un côté qui pourrait être expliqué par le personnage. Est-ce que je peux vous lire une petite citation pour que vous compreniez un petit peu mon ressenti? Bah voilà, on a un triangle amoureux, 2 meilleurs amis, un gueux concrètement qui les a rencontrés quand elles étaient enfants, ados, et puis elles se sont liées d'amitié et puis voilà, il y a des sentiments naissants, etc. Donc il y en a une qui est un petit peu jalouse de l'autre parce que l'autre a la préférence du garçon, patati patata. Et donc du coup, elle parle de sa meilleure amie d'enfance, sa seule amie, hein. Elle en parle comme ça. Elle ressemble à cette imbécile de princesse qui ne comprend pas la chance qu'elle a et qui snob ce pauvre duc qui voudrait faire son bonheur. Le pauvre duc, c'est pas le gueux, hein, c'est autre chose. Les femmes entre elles parlent très mal des autres femmes, je trouve. Le garçon parle très mal des autres femmes. Après, c'est plus ou moins justifié par la suite, mais j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Une petite description. Donc ça c'est une femme qui risque de se retrouver dans une situation de mariage forcé. La petite ville se trouve sur une île, pour le contexte. L'impression d'être en prison. Mes barreaux ne sont pas en acier mais en eau de mer. Il y a des tentatives hein, dans les descriptions, mais je trouve que ça tombe 1 millimètre à côté. Le personnage féminin dans le triangle amoureux, elle est énervée parce qu'elle attend le personnage masculin, je ne sais plus, puis il ne vient pas. Soudain, elle lança son livre à travers la pièce, se leva d'un bond et se rendit jusqu'à un guéridon afin de se servir un verre d'eau. Réaction complètement disproportionnée. Hein. Et sinon, pour nous décrire l'auteur des crimes qui sont commis, on nous dit un dément atteint de folie érotique et macabre, une sorte de nécrophile que la monomanie a dû ronger jusqu'à le détruire. Alors j'en ai lu des thrillers, hein.
Mais jamais, jamais j'ai eu une description comme ça. Je ne sais pas, dites-moi, que pensez-vous de ça? Je n'ai pas exactement compris où voulait en venir l'auteur. Sinon, le personnage masculin. Alors là, je vais vous sortir une de ces tirades, c'est magnifique, franchement. Ça n'a rien à voir, enfin si, il était déjà un petit peu usé par le triangle amoureux, il s'est fait rejeter par une, l'autre l'accepte, mais en même temps, il croise quelqu'un, il se passe un petit crush, cette personne l'embrasse, enfin, il a l'impression de se faire un petit peu emboucaner parce que cette personne a des espèces de pouvoirs. Bref, il vit quelque chose d'un petit peu étrange, un petit peu fantastique, et ça le perturbe. Alors que c'est lui qui lui a couru après, elle essaye de lui parler une dernière fois, et lui, il crie non, laisse-moi, je n'ai pas le temps d'écouter tes jérémiades, encore moins de te servir de faire-valoir sexuel. Ou de je ne sais pas quoi d'autre. Je pense que ça illustre bien le récit, les dialogues et le côté un petit peu drama king du personnage masculin. Allez, je vous en fais une petite dernière à propos pour le coup du triangle amoureux et donc du coup des deux personnes féminines. Il y en a une qui lui a dit non, qui l'a repoussé et l'autre qui l'a bien accueilli et qui était bien contente du coup que l'autre l'ait repoussé parce que le champ était libre. Et je sais plus ce qui s'est passé, une broutille. Et donc du coup, il dit, ni l'une ni l'autre ne comptait plus à ses yeux. Il avait essayé de tout leur donner et n'avait rien reçu en retour. Alors par tout leur donner, je suppose qu'il entend essayer d'embrasser sans demander le consentement l'une, et l'autre, il lui a rendu une visite, c'est tout. Après bon, ceci est plus ou moins expliqué à la fin. Enfin, je suppose que c'est voulu de le rendre un petit peu ridicule et pas très cohérent, pas très sensé. Voilà, ne vous inquiétez pas, par la suite j'ai fait des bien meilleures lectures. Il me semble que j'avais déjà commencé en livre audio du côté... Non, j'ai pas du tout de livre audio, j'avais pas de livre audio du tout. J'avais commencé du côté sauvage, mais j'avais besoin d'alterner avec des lectures faciles. Bon alors en effet ça a été facile, mais ça a pas été très agréable parce que du côté sauvage, c'est très dur. C'est beau, c'est très bien écrit, mais c'est très dur. On va vous en faire une comparaison avec Mélie quand elle l'aura fini. C'est des personnages qui s'enfoncent dans la drogue. Je vois pas de porte de sortie, franchement. Il y a de la prostitution, il se passe des choses sur des petites filles. C'est très dur. Et c'est surtout, c'est très dur dans le sens où je vois pas d'espoir, franchement. C'est important de voir cette vie qui concerne quand même une certaine quantité d'humains. Et en plus, bah voilà. C'est très bien narré pour le coup. Voilà, pour ce, je vous laisse là. Et puis on se retrouve dans le vlog suivant pour avril et peut-être un petit bout de mai. J'espère que je n'aurai pas été trop dure avec ces dernières lectures. Je suis désolée, c'est mon avis personnel. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.